Pour moi, c'est un métier dans lequel tu ne pourras pas exceller, en tout cas sur le long terme, si t'as pas une réelle passion, une réelle mission. Et finalement, je me rends compte qu'on se pose tous les mêmes questions. On pense qu'il y a des gens qui ils savent exactement ce qu'ils font et qui maîtrisent absolument leur vie, mais en fait, personne ne sait à 100% ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que ça a plus de sens que des entreprises qui détruisent la planète ou qui exploitent des gens fassent des milliards, mais quelqu'un qui aide les humains à aller mieux, à aller vers un chemin qui est meilleur pour eux, là par contre, attends, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Les amis, bonjour, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mariam Gaderi qui est là aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Alors, je vais te laisser te présenter avant de faire le fan qui adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Je m'appelle Mariam Gaderi, je suis coach, podcastrice ou podcasteur, je sais même pas comment on dit maintenant, mais j'ai un podcast, je crée pas mal de contenu autour du développement personnel, de la transformation, des relations, j'aborde pas mal de sujets et ça fait maintenant presque 4 ans que je fais ça et je pense que ça se sent dans ce que je fais, mais c'est vraiment c'est plus qu'un métier pour moi, c'est une passion, c'est une vocation, c'est ce que je vis depuis très longtemps et que j'ai toujours voulu faire. Donc, ouais, de manière différente, que ce soit dans mes coachings, dans mes réseaux, dans mes contenus, j'aborde différents sujets reliés à la nature humaine, en fait. Merveilleux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Il y a une douceur naturelle chez toi quand tu délivres tout ça. Et c'est un peu pour moi finalement l'image de la nouvelle manière aussi d'accompagner et de coacher, qui est oui dans la douceur, mais toujours avec tu vois une détermination qui est vraiment affirmée et qui sait se placer au bon endroit pour faire croître un business et amener tout ça à un autre niveau. C'est quoi ta philosophie justement personnelle par rapport à tout ça, par rapport à l'accompagnement aussi des personnes qui ont cette sensibilité-là aussi comme toi? Comment tu fais pour justement les amener à ça? Et on reviendra évidemment sur ta backstory, parce que je suppose que tu n'en es pas arrivé là comme ça. Mais d'abord, tu fais quoi en fait pour accompagner justement avec cette sensibilité-là? Tu veux dire comment est-ce que j'accompagne mes clients Ouais. tout en ayant cette sensibilité moi-même? Ah, c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient devenir coach et qui voient cette sensibilité comme un frein. Je pense que au fur et à mesure du temps, j'ai appris à avoir cette sensibilité de manière assez différente et à la gérer de sorte à ce qu'elle soit un cadeau, un moteur plutôt qu'un frein justement, que ce soit dans mes relations, dans mon business, dans ce que je veux entreprendre, parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup laissé mes émotions diriger mes actions, tu vois. Et donc, c'est ce qui peut se passer dans une séance de coaching. Si tu es très, très connecté émotionnellement à l'autre, tu peux arriver à un stade où tu es presque en train d'absorber l'émotion, l'état émotionnel de l'autre. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir une posture où tu es objectif et où tu leads ton client là où tu veux l'emmener, c'est-à-dire à se sortir de cet état émotionnel et à prendre le recul nécessaire pour pouvoir se libérer, se débloquer et passer à l'action. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de changer ma relation à mes émotions et de comprendre que mes émotions, elles sont là avec moi, c'est des alliés, c'est des messagers, c'est vraiment des alliés avec lesquels je peux communiquer et comprendre ce qu'ils sont en train de m'apporter comme message, mais je suis pas obligée de subir mes émotions et à tout moment, je peux reprendre le dessus sur mes émotions. Et c'est vraiment un muscle que j'ai construit au fur et à mesure du temps. Et je pense que dans mon histoire et dans mon passé, j'ai eu beaucoup d'entraînement de la vie, en fait. Tu vois, là, je suis en train de te le dire et je me rends compte en même temps. C'est que quand j'y pense, j'ai grandi avec des parents que j'aime plus que tout au monde. Vraiment, ma famille, j'ai une relation avec eux, mais d'amour incommensurable et inconditionnel. Et en même temps, ils m'ont beaucoup challengée, comme tout le monde. Hein. On est tous très challengés par nos familles. Je pense que moi, dans mon cas, ce qui a été très challengeant, c'est qu'il y a eu beaucoup de crises chez moi. Quand je grandissais, il y avait beaucoup de disputes entre mes parents, beaucoup de violences verbales, de violences parfois physiques, et beaucoup de débordements émotionnels. En fait, il y avait beaucoup de chaos émotionnel à la maison. Si j'apprenais pas à maîtriser mes émotions à certains moments, je pouvais pas aider qui que ce soit et permettre une transition d'une situation un peu chaotique à une situation peut-être pas paisible, mais moins chaotique, tu vois. Et donc, je pense que j'ai été hyper aidée par ma famille parce qu'ils m'ont mis dans un terrain d'expérimentation incroyable où, en fait, parfois, j'avais un parent qui était complètement
submergé d'émotions, de colère, ou bien de tristesse, ou bien de... Peu importe. Et en fait, je pense que ça a été indirectement un très beau terrain d'expérimentation et de travail sur moi-même, parce que j'ai appris petit à petit à pouvoir me tenir devant quelqu'un que j'aime plus que tout au monde, voir sa détresse, son état émotionnel et voir dans quel état il se trouvait, et en même temps garder une posture où je peux l'aider. Parce que si je rentre dans son état émotionnel, je ne peux plus l'aider. C'est terminé. On va pleurer ensemble, on va crier ensemble. peut-être que ça va être sympa 2 minutes, mais je vais pas pouvoir l'aider, je vais pas pouvoir lui prendre la main et l'aider à sortir de l'enfer, entre guillemets, dans lequel il se trouve. Et je pense que notre rôle en tant que coach, c'est ça, c'est de prendre la main de nos clients et de les aider à sortir de la situation où ils se trouvent. Ça peut être tellement divers. Je veux dire, il y a des coachs dans pratiquement tous les domaines aujourd'hui, que ce soit dans le business, des coachs en finance, des coachs sportifs, des coachs en mindset, peu importe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est face à une personne qui se trouve dans une détresse. Et cette détresse-là, on peut tellement connecter avec, parce que justement, si on fait ce métier, c'est aussi parce qu'on a une histoire, c'est parce qu'on a traversé certaines choses qui nous permettent de tellement bien comprendre dans quel état il se trouve, que c'est entre guillemets facile de rentrer dans l'émotionnel avec lui et de vivre, de revivre même ce que nous-mêmes on a pu traverser à travers notre client. Mais ouais, pour revenir à ta question, je pense que quand tu t'entraînes petit à petit tous les jours à prendre ce recul sur tes émotions et à revenir dans un état où tu te maîtrises et où tu t'enfonces pas on va dire, dans l'océan émotionnel de l'autre, parce que tu peux très facilement te noyer. À ce moment-là, tu peux prendre l'autre et lui permettre de remonter à la surface. Et je pense que c'est un entraînement quasi quotidien. Par rapport à ça, ça me fait penser, tu vois, à ce qu'on fait aussi dans nos métiers de coach, nos fameuses postures. Tu sais, on alterne entre des postures basses, des postures hautes. Et effectivement, pour tirer l'autre, il faut avoir cette posture haute et justement lui amener un autre point de vue, une autre main tendue, etc. Et la posture basse, elle est effectivement là pour comprendre, accueillir et créer de l'empathie. Et je me demandais si tu avais, toi, des bonnes pratiques, parce que ce que tu expliques, c'est déjà très fort émotionnellement et il y a vraiment, on sent que tu t'es renforcé avec ça. Parce que c'est quoi, toi, tes méthodes ou ta pratique, justement, peut-être avant d'accueillir quelqu'un en séance, où tu te dis, cette personne, en fait, voilà, si tu sais qu'elle va t'emmener sur des terrains émotionnels profonds, un peu comme le séance que tu disais, est-ce que toi, t'as, je sais pas moi, des bonnes pratiques pour toi, pour pas, tu vois, dresser un mur, mais te protéger, comme tu disais, garder cette gymnastique, en fait? Est-ce qu'il y a des pratiques que toi, tu recommandes ou que tu as, toi, peut-être? Ouais, c'est une bonne question. Alors, déjà, moi, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça, mais je pense que c'est important quand on est, en tout cas, très sensible, de sans cesse se connecter à son corps, sans cesse, quand on sent qu'on peut être atteint ou absorber les émotions des autres, de faire ce travail de libération émotionnelle. Moi, j'aime bien prendre le temps de respirer avant une session et après aussi une session, parce qu'il y a plein de choses qui se sont transférées, il y a eu plein d'échanges. En tout cas, quand je suis face à un client et que je peux voir, parce que ça arrive très souvent que la personne pleure et qu'elle me raconte des détails qui sont quand même douloureux à entendre ou qui pourraient me perturber, je me rappelle qu'il y a les faits qui se sont produits pour cette personne et il y a l'histoire qu'elle se raconte autour de ces faits-là. Et les faits, ils peuvent être objectivement terribles et ça, je le remettrai jamais en question. J'irai jamais remettre en question la difficulté de ce qu'une personne a traversé et je peux le reconnaître devant cette personne, mais je pose vraiment cette intention et je fais attention à ça, à pas rentrer dans son histoire. Donc elle va me raconter une histoire qui est vraiment, sincèrement, l'histoire qu'elle croit fermement à propos d'elle-même, à propos de ce qu'elle a vécu. Et c'est cette histoire qui la garde dans cet état émotionnel qui peut être un état de détresse, de fragilité, etc. Et donc, ce que j'ai tendance à vraiment me rappeler constamment quand l'autre me partage cette histoire, quand l'autre déverse son émotion, c'est « Mariam, c'est quoi l'histoire qu'elle est en train de te raconter? C'est quoi l'histoire qu'elle est en train de se raconter? » Et à partir du moment où je peux voir, entendre l'histoire, je sais que mon rôle, c'est de l'aider à la déconstruire, à s'en libérer, à dissoudre les charges émotionnelles qui sont autour de cette histoire. Et je sais, en fait, je suis tellement, je pense, consciente que si je rentre dans l'histoire, je vais couler avec elle, que mon intention, je me reconnecte tellement à cette intention de l'aider que finalement, j'arrive à garder un certain recul. Après, honnêtement, je suis pas parfaite, ça m'est arrivé plein de fois d'être
d'être à deux doigts de pleurer avec le client parce que c'était trop fort. Et puis ça réveillait des choses chez moi qui faisaient appel à aussi mon histoire personnelle. Mais c'est une gymnastique en fait. C'est une gymnastique, c'est un muscle qu'on travaille sans cesse de se reconcentrer, de se recentrer sur soi et de pas rentrer dans l'autre. Et puis de se rappeler que, ok, mon intention et mon rôle là tout de suite, c'est de l'aider et je vais pas l'aider si je rentre dans l'histoire qu'elle me raconte. Donc c'est vraiment comme ça que je l'approche en fait. C'est un dialogue presque que j'ai avec moi-même en même temps que l'autre a un dialogue avec moi, tu vois. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur qu'est-ce qu'elle me raconte Mm. et qu'est-ce qu'elle se raconte. Ça me Ouais, fait penser, tu sais, à la PNL, puisque moi, j'utilise beaucoup ça, et à la dissociation qu'on utilise pour séparer la personne de l'histoire, de son interprétation. Et j'aime beaucoup, en tout cas, mm. l'approche que tu as, parce que ça crée vraiment... on peut mettre, du coup, l'histoire de la personne et dire, regarde, ça, c'est ce que toi, tu racontes, et voilà ce que tu me dis. Et il y a vraiment Exact. un parallèle qui est vraiment très subtil. Du coup, ça m'amène à une question bah, peut-être un peu plus perso. C'est quoi la leçon de vie la plus importante que tu aies apprise en coachant une de tes clientes ou un de tes clients? Tu sais quoi, je vais te dire ce que j'ai appris. Et ça vient pas juste d'une personne, ça vient vraiment de... Et je pense que justement, la leçon a été puissante parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup répété dans les différentes sessions de coaching que j'ai eues. J'ai compris, je le savais, hein, je le savais très bien, mais j'ai vraiment compris à un niveau beaucoup plus profond qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Et je pense que on a l'illusion de croire qu'on est séparés, divisés, différents et que certains d'entre nous vivent certaines choses, ont certaines peurs et d'autres non. Et en fait, ce qui m'a marqué en faisant du coaching et en ayant accès à des personnes qui sont juste incroyables, parce que pour le coup, je pense que j'ai jamais rencontré d'aussi belles personnes que depuis que je fais du coaching, c'est qu'on est tous très similaires. Et que quand tu as la chance et le privilège d'être face à quelqu'un qui te fait suffisamment confiance pour s'ouvrir à toi, pour te partager ses plus grandes peurs, ses plus grands rêves, ses plus grands objectifs, et qui te fait confiance pour le guider à y arriver, tu as accès à un espace de vérité auquel tu as difficilement accès dans la vie de tous les jours, je trouve. Ça te rappelle en fait finalement qu'on est tous très similaires. Et moi, ça m'a permis de me reconnecter encore plus à cet amour qu'on a en tant qu'humain en fait. Je nous vois un peu tous comme une famille finalement. On s'entend pas tous, on n'est pas tous d'accord, mais on a tous cette expérience humaine qui est universelle, tu vois. Donc, j'ai pas une leçon spécifique qui me vient comme ça, mais la plus belle leçon que je retiens là depuis que j'ai commencé le coaching, c'est ça. C'est le fait qu'on n'est pas si différents, finalement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose de transformateur parce que moi, j'ai beaucoup eu tendance dans le passé, c'est un gros travail que je fais en ce moment d'ailleurs, c'est d'idéaliser certaines personnes. J'avais tendance à me comparer à certaines personnes et à croire que, waouh, mais attends, cette personne-là, elle est incroyable, elle a toutes ces choses-là, toutes ces qualités, et puis ça a l'air d'être facile pour elle, et elle a confiance en elle, elle a pas peur comme moi, elle se pose pas les mêmes questions que moi en fait. Et finalement, je me rends compte qu'on se pose tous les mêmes questions, que on pense qu'il y a des gens qui ils savent exactement ce qu'ils font et qui maîtrisent absolument leur vie, mais en fait, personne ne sait à 100% ce qu'il fait. Le fait d'arrêter d'idéaliser, en tout cas de moins idéaliser, parce que c'est un travail permanent, ça m'a permis de moins me minimiser moi et de plus me valoriser et de me réconcilier avec certaines parts de moi que j'avais beaucoup tendance à juger, dont j'avais vraiment honte dans le passé. Et me réconcilier avec ces parts-là, ça me permet aussi de indirectement me réconcilier avec les autres, tu vois, parce que ce que je juge chez moi, je vais le juger chez les autres. Donc c'est un beau cercle vertueux. Tu as répondu à la question finalement. Il y a un aspect presque spirituel là-dedans, puisque Ouais. finalement on est tous connectés les uns aux autres, comme tu le disais. J'ai cette même croyance aussi, parce que finalement, par résonance, et bon là, il y a tout un aspect scientifique des neurones miroirs, etc., qui a été prouvé aujourd'hui, on va avoir cette résonance vis-à-vis des autres, en lien avec qui on est, et on va attirer des gens qui bah, forcément vont avoir cette résonance-là. Et comme dans une famille, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Et c'est ça aussi C'est qui clair. fait la beauté du truc, tu vois. Donc c'est, je trouve ça assez intéressant et spirituel pour le placer là. Et surtout sur l'aspect, tu vois, le côté idéalisé. J'ai appris à sortir de ça aussi, parce que moi j'appelle ça le syndrome du mentor. Et c'est souvent ce qu'on fait, tu sais, quand on se lance dans ces métiers-là, de l'accompagnement ou du coaching, on a besoin de référents, d'exemples, tu vois, de qui s'inspirer. Et des fois, moi j'appelle ça le piège du mentor, de tomber dans le piège de l'hyper
ressemblance. Tu vois, on est plus dans la modélisation, mais on est vraiment dans le copier-coller. Tu vois, Mhm. faire comme l'autre, etc. Et moi, je préfère justement sortir de ça en proposant une version copier-créer, qui est en fait une modélisation de qui on est, et simplement de regarder en fait ce que j'aimerais modéliser, l'excellence que j'aimerais modéliser chez l'autre, et de créer ça en moi, mais avec qui je suis. Et c'est pas évident au départ, parce qu'on a souvent tendance, tu vois, à vouloir prendre exemple à l'extrême du modèle qu'on copie, entre guillemets. Mais créer ce copier-créer permet de sortir de l'idéalisation et de rentrer dans simplement l'admiration. J'admire en fait cette qualité que la personne a, plutôt que de l'idéaliser et de me dire, ah bah oui, elle est plus que moi et moi je suis moins, etc. Et de me raconter une histoire tout autre en fait. C'est très vrai ce que tu dis et c'est un gros sujet pour moi en ce moment. C'est de me donner la permission radicalement de prendre le risque d'être de plus en plus moi-même. Et je pense que ça fait très peur de sortir de ce copier-coller, je pense. Même si je considère que de plein de manières différentes, depuis que je fais ce métier, depuis que je suis sur les réseaux, je me suis de plus en plus découverte et exprimé cette authenticité de plus en plus, mais c'est un vrai sujet parce que finalement, il y a une part de nous qui est très souvent drivée par la peur et qui, pour se protéger de cette peur, peut-être la peur d'être rejeté, la peur de pas être assez, la peur d'être humilié ou peu importe, on va se réfugier à travers des modèles qui ont déjà obtenu ce qu'on veut obtenir. Donc ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'argent, ça peut être de la validation, ça peut être peu importe. Et on va se dire, bah cette personne, elle a déjà obtenu ce que moi je veux obtenir et elle l'a fait comme ça, bah je vais faire comme ça. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver dans une situation, si tu es en tout cas vraiment connecté à ton cœur, à ton être et aux différentes parts de toi, où il y a peut-être des choses qui vont sonner faux, où tu vas avoir le sentiment parfois que tu es en train de jouer un rôle ou que tu n'es pas vraiment dans ta place à toi. Je trouve que ça demande beaucoup de courage d'être je veux pas dire d'être le premier, mais de faire le premier pas que tu aurais peut-être voulu que quelqu'un d'autre fasse, de montrer un exemple différent, de montrer un exemple que tu aurais aimé voir chez quelqu'un d'autre, et de sortir de cette armure de protection de bah, je vais exactement faire comme cette personne parce que là je suis sûre que je vais pouvoir obtenir ce que je veux, quitte à être dans une forme de mensonge avec soi-même et avec les autres. Là où ça m'a interpellé, c'est la première phrase que tu as dite, prendre le risque d'être moi-même. Et tu sais, j'aime bien reformuler avec la PNL et dire qui a dit que c'était un risque? Ouais, mais en fait, je pense que c'est ce qu'on ressent souvent dans notre corps. Ouais. On sent que c'est comme Tellement si on ça. était face à un danger, tu Ouais, vois, c'est alors que en tellement ça. fait, alors que pas du tout, il y a aucun Non, danger, pas du mais tout. Du coup, ça nous amène à un autre sujet un peu plus, tu sais, sur le marché du coaching. Bah, aujourd'hui, les pratiques, elles évoluent et effectivement, ben, dans tout ce qu'on fait, chacun dans nos business, la manière d'accompagner évolue. Je voulais juste avoir ton avis, toi, sur la vision de l'accompagnement au sens large. Alors, le coaching, pareil, accompagnement business, de ce que toi tu fais, etc. Comment tu vois ça aujourd'hui et le marché et vers quoi ça tend selon toi pour les gens? moi, je trouve que le coaching, c'est un des plus beaux métiers au monde. Et je trouve que c'est un métier extraordinaire. J'aurais du mal à te dire vers quoi je pense que ça tend, mais par contre, je peux te dire que j'observe quelque chose qui, d'ailleurs, je pensais à ça qu'on se retrouve là pour ce podcast. Et je me disais, le coaching, c'est un métier que tu peux faire et dans lequel tu peux exceller uniquement, de mon point de vue, si tu as une réelle vocation d'aider l'autre. Et ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui voient le coaching comme une opportunité pour eux-mêmes, pour leurs besoins personnels. Et c'est totalement OK de le voir comme ça, mais ce que j'observe, c'est que ces personnes-là, c'est souvent probablement celles qui ternissent l'image du coaching parce qu'elles sont peut-être pas connectées à une réelle mission, à un vrai pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux aider ces personnes-là? Dans quoi est-ce que tu veux les aider exactement? Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui voient le coaching comme un peu une opportunité et qui essayent de se calquer à justement ce qu'on disait, un modèle. Peut-être qu'elles veulent obtenir certaines choses et elles voient que bah, y a des coachs qui ont réussi à obtenir ces choses-là et elles se disent bah, il faut que je fasse ça, je vais faire la même chose. Mais pour moi, c'est un métier dans lequel tu ne pourras pas exceller, en tout cas sur le long terme, si t'as pas une réelle passion, une réelle mission, une mission d'âme, une mission de cœur. Et cette mission, elle peut prendre différentes formes, elle peut évoluer avec le temps. Mais je trouve que c'est un métier vraiment du cœur, en fait. Et
peu importe dans quel domaine tu exerces, hein, ça peut être dans le business, ça peut être dans l'argent. Il y a d'excellents coachs en gestion financière. Et pourquoi? Parce qu'ils ont énormément souffert quand ils étaient plus jeunes de voir leurs parents peut-être mal gérer l'argent, et c'est devenu un vrai sujet pour eux et une vraie mission d'aider un maximum de personnes à ne pas revivre ce que eux ont pu vivre quand ils étaient enfants. Et donc ils vont vraiment exercer ce métier avec une vraie intention, une vraie mission, et je pense que c'est un métier dans lequel il y aura toujours de la place, de mon point de vue, pour les personnes qui sont sincèrement investies, passionnés et qui ont une mission qui leur tienne à cœur. Et je dis toujours, de toute façon, il y a toujours de la place pour l'excellence. Et pour moi, l'excellence, elle vient de... Tu deviens excellent quand tu poursuis un objectif qui a vraiment du sens pour toi, pour des raisons qui sont réellement importantes dans ton cœur. Quand tu as vraiment une raison émotionnelle de poursuivre un objectif qui a du sens pour toi, tu deviens excellent, et quand tu es excellent, il y aura toujours de la place pour toi. Donc, si je devais vraiment juste résumer, dans le marché du coaching, je sais pas vraiment où on va, mais ce que je sais avec assurance, c'est qu'il y aura toujours de la place pour des personnes qui sont vraiment passionnées. Ça résonne fort ce que tu dis, puisque effectivement, on est dans des métiers où on gère de l'humain, et l'humain, ça commence par soi, par se réaligner avec qui on est profondément. Et cette mission, du coup, toi, tu l'as trouvée dans quoi, en fait, dans quelle partie du coaching ça a résonné pour toi? Et surtout, aujourd'hui, une autre question, parce que ça va amener le sujet d'après, c'est est-ce que dans ce que tu fais aujourd'hui, cette résonance, tu l'utilises avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle peut-être, ou tu te sers peut-être de l'IA pour accompagner aussi les gens? La question que tu m'as posée, c'est une très bonne question, et je pense que je me suis moi-même beaucoup posé cette question parce que sur mon compte, je parle de pas mal de choses reliées à l'humain, à la nature humaine, aux relations, au développement personnel. Aujourd'hui, après un cheminement assez important, je pense que ce qui revient le plus dans ce qui me passionne, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur eux-mêmes et sur leur vie. Reprendre du pouvoir sur leurs émotions, sur leur état d'esprit, dans leurs relations, dans leurs interactions sociales, dans leur travail. Ce qui me passionne le plus, c'est ça, et je pense que ça vient aussi de mon histoire, ça vient de tous les moments où moi je me suis sentie sans contrôle, sans pouvoir, où j'ai pas eu le sentiment de pouvoir me faire confiance, d'être en sécurité avec moi-même. Donc aujourd'hui, je suis vraiment connectée à cette mission d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur eux-mêmes, et ça peut prendre différentes formes, tu vois, ça peut prendre la forme de... Est-ce que tu peux me permettre, dans ce cas-là, bien sûr, toute petite aparté, j'ai carrément, en mémoire en fait cette story et ce post que tu partages, parce que je te suis déjà depuis un moment, et cette story, tu as les larmes aux yeux, et tu pleures, quoi. Je sais que ça fait référence à ce que tu es en train de nous expliquer là. Dans ce moment-là, précisément, sur cette photo où tu es vraiment en larmes, où on voit bien qu'il y a eu un truc grave, ça a été quoi justement, tu vois, ce truc qui a fait le shift, où là, tu t'es renforcé, tu t'es appuyé sur quoi là, précisément dans ce moment-là? Pour être très honnête avec toi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que ça va paraître très arrogant ce que je dis, mais... C'est quoi? Ici, on est entre nous. Ok. Depuis que je suis petite, je pense que je sens que j'ai comme ce sentiment que j'ai un truc en moi, que j'ai quelque chose en moi, comme un feu, comme une passion, comme quelque chose de fort en moi qui... Ça tombe bien, on est tous pareils. Ouais, exactement. Mais je pense qu'on a tous ce truc de... Mais c'est difficile de le décrire, tu vois. Et moi, la manière dont je le vois, et qui résonnera peut-être pas avec tout le monde, c'est que c'est une part de nous qui est divine, qui est plus grande que nous, en fait. Et ce qui m'a aidée dans ce moment où j'étais en larmes, où j'allais pas bien du tout, et j'étais vraiment... où j'avais le sentiment de toucher le fond, c'est d'arriver à un stade, et je pense que d'ailleurs, il y a une grande sagesse à ça, dont on parle pas beaucoup. C'est dans les moments où tout semble s'écrouler autour de toi, et ça c'était vraiment un moment comme ça pour moi, parce que je venais d'apprendre mes parents avaient divorcé quelques temps avant, ils avaient perdu l'appartement dans lequel on vivait, la situation financière allait très très mal pour mes parents, il y avait des problèmes de santé, il y avait plein de choses en fait qui se passaient, et dans tout ça j'avais démissionné, alors que c'était pas du tout le moment, parce que déjà que mes parents étaient en détresse financière, c'était un risque de démissionner à ce moment-là, et j'étais vraiment en panique. Et je pense que dans ce genre de moment où t'as l'impression que tout s'effondre, je trouve qu'il y a une grande sagesse à arrêter de résister. Et moi, j'ai beaucoup résisté. J'ai beaucoup résisté. J'ai voulu contrôler ce moment-là. J'ai voulu vraiment trouver tout de suite
tout de suite les solutions. Non, 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 je peux pas rester là-dedans. Il faut que je trouve une solution pour mes parents. Il faut que je trouve une solution pour ça. Faut que. Et en fait, le moment le plus puissant qui a tout changé pour moi, c'est vraiment le moment où j'ai accepté que ça n'allait pas. J'ai accepté que j'étais perdue, j'ai accepté que j'avais pas de contrôle, ce qui était pour moi inenvisageable parce que j'étais toujours dans ce mode non, non, vas-y, tu contrôles tout, tu vas faire ça pour un tel, tu vas faire ça, non, tu vas anticiper tel problème, etc. Et tu vas vraiment être dans ce mode proactif. À ce moment-là, j'ai vraiment juste lâché prise. Littéralement, je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'es perdu, tu vas peut-être rien faire de ta journée aujourd'hui. Peut-être que aujourd'hui, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, pour moi, c'était insupportable à la base parce que je suis quelqu'un de très actif. Je déteste ne rien faire. Je déteste ne pas savoir. Je déteste avoir le sentiment que je fais pas quelque chose d'utile pour les autres. Mais je trouve qu'il y a une grande sagesse là-dedans. Et ce moment-là où j'ai lâché prise, où je me suis laissée vraiment traverser ces émotions de tristesse. Il y a aussi beaucoup de deuil parce qu'il y a différentes formes de deuil qui peuvent se présenter à ce moment-là. J'ai vraiment eu le sentiment que je pouvais me reposer sur ma foi et sur cet aspect spirituel de ma vie. Et je me suis sentie guidée, en fait. Et je peux pas l'expliquer autrement, tu vois. C'est pour ça que je sais que je suis passée de quelqu'un qui doutait énormément d'elle-même, qui était complètement perdue, à quelqu'un qui a une direction. Et je peux pas me donner tout le crédit parce qu'honnêtement, je sais que j'ai pas été seule dans ce chemin-là, en fait. Je sais que j'ai été guidée de différentes manières. Donc, ouais, je me suis beaucoup appuyée sur ma foi et sur la confiance que je donnais en ce qui est plus grand que moi, à me guider et à me permettre de traverser ce moment. Je pense pas que j'aurais traversé ce moment de cette manière si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu cette foi. Un énorme, finalement, lâcher prise, puisque la foi permet de lâcher prise, Ouais. de dire, bah, tout va bien se passer. Et ça résonne énormément pour moi, parce que j'ai une histoire un peu similaire dans les, on va dire, dans les travers. Mais ce qui résonne beaucoup, c'est ce côté, t'as raison, c'est vraiment de se dire, bah, ok, j'accepte tout ce qui va arriver. Et le simple fait d'accueillir le deuil et l'accueil, moi je crois que c'est les termes, le deuil et l'accueil de, en fait, tu vas ressentir de la tristesse, de la douleur, de ouais, ok, bah c'est ok en fait. Et c'est souvent le fait de rejeter, de vouloir peut-être contrôler ça, hein, qui fait que on n'accueille pas et qu'après on peut pas faire de deuil, parce que c'est par l'accueil et le deuil, une fois qu'on a accueilli, qu'on a compris, qu'on a été traversé, qu'on peut passer à autre chose et donc faire le deuil et ouvrir un nouveau chapitre en fait. Je trouve ça tellement profond, touchant. Complètement. Moi, ça Merci. me touche aussi parce que j'ai une histoire similaire là-dessus, mais vraiment, t'as tout résumé, quoi. Dans cet avenir, tu vois, où bah, on laisse effectivement, on lâche prise sur notre passé, dans cet avenir, il y a tout un avenir technologique et aussi une nouvelle génération. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de, tu vois, d'automatiser nos business, de plein de choses. Et bah, j'ai interviewé de nombreuses personnes qui, elles, pensent que bah, voilà, le coaching, quoi qu'il arrive, on gère de l'humain. C'est un métier qui peut pas être remplacé. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que, selon toi, l'IA est effectivement un complément au coaching qui va nous aider à mieux coacher ou ça, on va être totalement remplacé? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Pour moi, l'IA, c'est un outil. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence à savoir utiliser cet outil et à l'utiliser pour optimiser et améliorer notre pratique de coach. Mais je pense pas que ça puisse remplacer un coach. Peut-être qu'à un moment, ce sera le cas, mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace le fait de se sentir réellement vu, réellement compris et d'avoir vraiment quelqu'un qui a traversé le chemin avant nous en fait. Et je pense qu'une IA ne pourra jamais avoir traversé le chemin avant nous. Et donc d'un côté, je pense que ce serait difficilement le cas en fait qu'une IA puisse prendre ce rôle, mais par contre, je pense que beaucoup de gens diabolisent un peu l'intelligence artificielle, et je pense que finalement, ça peut être un excellent outil en fait qui nous permet de gagner du temps, de regagner de l'énergie et d'être justement encore meilleur dans notre pratique de coach, parce qu'il faut pas oublier que le coaching c'est vraiment un métier qui requiert énormément d'énergie, de présence, d'écoute. De ressources intérieures. Et je pense que l'IA peut vraiment nous aider en tant que coach à récupérer et à nourrir toutes ces ressources en nous pour qu'on puisse se présenter devant nos clients avec plus d'énergie, plus de temps, plus de patience. Donc, pour moi, ça peut être un super outil. Quelle est la plus grande idée fausse que ton entourage, donc tes amis, ta famille, ont eu sur toi et ton métier au début? Quand tu t'es dit, bah, je vais accompagner des gens, je vais faire ça. Il y avait quelqu'un
dans ma famille qui me disait que c'était pas normal de gagner beaucoup d'argent quand tu aides les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Donc je pense que c'est intéressant de parler de ça. Et j'avais des disputes avec cette personne parce que je lui disais, mais tu rigoles ou quoi? Pourquoi est-ce que ça a plus de sens que des entreprises qui détruisent la planète ou qui exploitent des gens fassent des milliards, mais quelqu'un qui aide les humains à aller mieux, à aller vers un chemin qui est meilleur pour eux, là par contre, attends, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Et ça me dérangeait énormément. Et finalement, j'ai eu beaucoup de conflits intérieurs aussi par rapport à ça, parce que d'un côté, j'ai autant l'envie d'impacter, d'aider, de transformer des vies, que j'ai aussi envie de vivre une abondance dans tous les sens du terme. Et je pense que pour moi, finalement, plus tu apportes de la valeur, plus tu transformes des vies, plus tu devrais aussi recevoir une autre forme d'énergie en retour. Et je trouve que c'est tout à fait normal. Mais du coup, l'idée que je considère la plus fausse, ça a été ça. Après, attention, je suis complètement d'avis que c'est pas ok d'arnaquer les gens, de leur vendre des choses qui sont complètement inutiles. Et je pense malheureusement qu'il y a aussi ce revers-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent si t'aides les gens, non, tu devrais pas gagner d'argent et tu devrais limite être une association, quoi. La Croix-Rouge, tu viens et tu les aides et tu repars et puis voilà. Mais ouais, je pense que ça a été ça. Ça a été cette croyance-là. Pareil, ça fait résonance chez moi parce que c'est une idée en fait à laquelle je me suis confronté aussi au départ et surtout l'idée autour de moi. Alors ça venait de mon entourage proche, ma famille, qui me disait mais comment t'arrives toi à apporter de la valeur ou à créer de la valeur depuis ton ordinateur? Tu fais rien de tes journées, t'es assis devant ton écran en fait. Ah, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ouais, Et ouais, il y a cette idée. il y a deux frictions, tu sais. Il y a une génération de travailleurs acharnés qui sont dans le réel, qui font des efforts, qui transpirent, etc. Et qui estiment que ben, faire ce métier devant un écran, aider les humains, le faire comme ça n'a aucune valeur. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et qui se disent que... Et c'est intéressant la question de la valeur. Comment est-ce que tu détermines ce qui a de la valeur? C'est une vraie question à se poser, je trouve, et qui peut permettre à beaucoup de gens de déconstruire certaines croyances qu'ils ont. Et là, ce serait le sujet d'un podcast entier, parce que Ouais, là, entre la valeur qu'on se donne, la valeur sur les tarifs, sur l'argent, ouais. là, il y a un gros, gros, gros sujet. Écoute, merci Mariam pour ce temps, parce que moi, je prends énormément de plaisir là, à faire cet épisode avec toi. Moi aussi. Est-ce que il y a une actualité pour toi actuellement? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une actualité que tu voudrais nous partager ici et sur laquelle ben, l'audience pourra te suivre et venir voir ce que tu fais, comment tu fais? Ils peuvent me suivre partout sur Instagram. Je pense Instagram, c'est quand même le réseau sur lequel on peut le plus interagir parce qu'il y a les stories, etc. Donc Instagram, YouTube, TikTok, voilà. Je suis vraiment partout, mais Instagram, je pense que ça reste le réseau le plus fluide pour moi, donc ils Alors, peuvent me on a tous les retrouver. liens autour de la vidéo. Un énorme merci pour toi, ton temps et Merci à toi. merci à toi. Ça a été un vrai plaisir. Et les amis, Partagez. on vous met évidemment les liens pour connecter avec Mariam autour de la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode de Parole de Coach. À très vite.